Le parti malagasy Miaraming a marqué aujourd'hui le début de l'année par un culte religieux. Le président a réaffirmé que le parti repose sur des bases solides et poursuit des objectifs clairs, toujours déterminé à œuvrer pour le bien-être de Madagascar. Les résultats de l'élection du président du conseil municipal d'Antananarivo font que Kiran Djapar a été réélu avec le soutien de 5 conseillers d'autres partis. Face à cela, le président national du parti HVM a insisté sur l'importance de la cohérence politique et de l'engagement à long terme, plutôt que de se laisser influencer par les courants politiques passagers. Le parti malagasy Miaraming est un parti politique dynamique et pleinement engagé pour l'avenir de Madagascar, a-t-on souligné ce jour lors de la cérémonie de présentation des vœux de Nouvel An du parti. L'événement a débuté par un culte religieux, un moment de recueillement et de gratitude. Cette cérémonie a également permis aux membres du parti de présenter leurs vœux au président national et à sa famille pour l'année à venir. Le président national du parti a souligné pendant cette occasion que le parti malagasy Miaraming repose sur des bases solides et poursuit des objectifs clairs et déterminés. Le parti tient à cœur le bien-être du pays. Le président national a souligné également l'importance de ne jamais cesser de dénoncer ce qui doit être amélioré pour le bien du pays. Le parti a traversé de nombreuses épreuves, des poursuites et des entraves, mais cela ne nous a jamais ébranlé ni changé. Au contraire, cela n'a fait que renforcer notre détermination. Nous restons fidèles à nos idéaux. Lorsqu'il y a quelque chose à améliorer, nous le reconnaissons. Changer de position à chaque bouleversement ne conduira jamais à un véritable changement. Aujourd'hui, peu importe ce qu'on en dit, personne ne peut nier que les Malgaches vivent dans la pauvreté. C'est pourquoi nous nous sommes engagés en politique, pour provoquer un changement positif, et non pour prendre le pouvoir afin de perpétuer les mauvaises pratiques. C'est d'ailleurs pour cette raison que nous nous sommes éloignés du régime actuel. Certains pensaient que faire de la politique revenait à profiter du pouvoir et à poursuivre les mauvaises actions. Cette vision explique en grande partie la situation actuelle du pays. Outre les dirigeants et les membres du bureau politique du parti, cette cérémonie de vœux a rassemblé des représentants de toutes les régions de Madagascar. Le parti malagasy Miaraming, qui a su se maintenir et affirmer son identité au cours de ses 11 années d'existence, a démontré sa solidité. Les résultats de l'élection du président du conseil municipal d'Antananarivo annoncés hier ont suscité un vif intérêt, notamment le fait que 5 conseillers municipaux issus d'autres partis ont soutenu et élu Kiran Djapar, proposé par l'IRMAR, qui a obtenu 28 voix. Ce dernier, déjà président du conseil municipal sous Nandia Tsetouane, a ainsi été reconduit dans ses fonctions. Face à cette situation, le président national du parti HVM a souligné l'importance de la cohérence politique et de l'engagement sur le long terme, plutôt que de suivre les fonds politiques. Je pense que ceux qui intègrent le conseil municipal aspirent souvent à accéder à des sphères plus élevées de la politique. Et déjà voilà comment certains sont versatiles à cette étape. Je remarque cela particulièrement chez un individu qui, pourtant, a toujours milité à nos côtés, notamment lors du mouvement Lera et dans d'autres actions. Ce n'est pas grave. Pour ma part, je suis quelqu'un qui souhaite améliorer la perception de la politique, en la fondant sur des idéaux solides, et non en fonction des vents changeants. Il est difficile d'être dans l'opposition dans ce pays, car on vous poursuit et on tente de vous détruire, comme cela a été le cas à Mahajanga. Il convient de rappeler que l'IRMAR compte 23 conseils municipaux, le Timon a 20, Tainarazafunduel 7, Gaskarafensu 3, Dinarazanamas 1 et Joseph Martin Ndjemapun, dit Dadafar 1. Au total, les autres partis hors régime comptent 32 conseillers, tandis que l'IRMAR en a 23.
Vaincre la corruption est encore un doux rêve tant que le pays est encore plongé dans une pauvreté extrême. Malgré la mise en place de nombreux mécanismes de lutte contre la corruption au fil des années, Madagascar n'a guère avancé dans ce domaine, comme en témoigne son faible score à l'IPC, indice de perception de la corruption, qui n'atteint que 25 sur 100. En 2023, selon Transparency International Initiative Madagascar, outre le manque de moyens, des systèmes chargés de la lutte contre la corruption, c'est la pauvreté endémique qui alimente la corruption. Je pense que vu la pauvreté où nous sommes aujourd'hui, c'est une lutte contre la corruption qui n'a pas beaucoup avancé, s'il faut être honnête. On se réfère à la dernière note de Madagascar sur l'IPC, l'indice de perception de la corruption. Ça n'a pas beaucoup avancé. Il faut quand même se rendre compte que c'est une situation qui est assez difficile. Quoi qu'il en soit, il y a des structures qui travaillent, mais les efforts sont encore très limités. Donc pour dire si ça avance, il faudrait d'abord voir vraiment les résultats concrets sur tout l'ensemble de l'île. Donc non, ça n'avance pas tant que ça. Le climat d'instabilité qui règne dans le pays, amplifié par des élections entachées de fraude et d'irrégularités, alimente également la corruption. Face à cette situation, il devient impératif de revisiter les recommandations formulées par les observateurs électoraux, tant locaux qu'internationaux. La corruption n'est pas un phénomène isolé, elle est symptôme d'une pauvreté profondément enracinée à Madagascar, une pauvreté aggravée par le désengagement dans le secteur éducatif, un chômage endémique et une augmentation incessante du coût de la vie, exacerbée par l'absence de politique économique solide. Et dans ce contexte, la lutte contre la corruption reste encore un défi de taille pour le pays. La hausse des prix du cacao se poursuit en ce début d'année, atteignant un niveau record de 12 000 €, soit plus de 56 millions d'alliages. Cette flambée est principalement due à la baisse de la production en Côte d'Ivoire et au Ghana, les principaux producteurs mondiaux de cacao. Selon le Conseil national du cacao, les producteurs malgaches ont bénéficié de cette hausse des prix, la production locale ayant également augmenté. Bien que cela soit une bonne nouvelle pour le pays, les artisans chocolatiers n'en ont pas tiré profit. Au contraire, le coût élevé du cacao a entraîné une diminution du nombre d'artisans chocolatiers en activité. Le prix du cacao a connu une hausse spectaculaire, tant au niveau local que sur la scène internationale. Il y a 4 ans, le kilo de cacao se vendait à 5 000 ariars, contre 45 000 ariars aujourd'hui. Comment les artisans peuvent-ils trouver leur place avec de tels prix dans cette filière? Plus le prix du cacao augmente, moins les artisans que nous formons bénéficient de cette progression. Au contraire, cette hausse a réduit le nombre d'artisans en mesure de travailler, car le cacao est devenu inabordable pour eux. Au contraire, ni artisans africains, Ce sont principalement les collecteurs qui profitent de la hausse des prix du cacao. En effet, les producteurs peinent à acheminer leurs récoltes jusqu'au point de vente. Les collecteurs se rendent directement chez eux, imposent leur prix, souvent bien en deçà de la valeur marchande, et empêchent ainsi les artisans chocolatiers d'accéder à des matières premières à un coût abordable. Le gouvernement devrait mettre en place des mesures pour permettre aux artisans chocolatiers de bénéficier de cette croissance de la filière cacao. Actuellement, les exportations sont privilégiées au détriment de la transformation locale. Il serait donc judicieux de réserver une partie de la production de cacao aux artisans chocolatiers. Il devrait y avoir de mesures concrètes prises par les autorités pour leur permettre de travailler et de trouver leur place dans le développement de la filière. À Madagascar, l'accent est trop souvent mis sur l'exportation, alors qu'il serait préférable de transformer les produits localement, au lieu de se précipiter à les exporter. Le Conseil national du cacao ou les autorités devraient instaurer des mesures garantissant qu'une partie de la production de cacao soit destinée aux artisans locaux. Cela leur permettrait non seulement de travailler, mais aussi de s'épanouir pleinement dans leur activité. Il est essentiel que chaque acteur puisse tirer profit de la filière. Ce n'est pas seulement à Madagascar que la transformation du cacao a diminué en raison de la hausse des prix. Les chiffres de l'année dernière révèlent une tendance similaire à l'échelle mondiale. En Europe, selon le dernier rapport de l'Association européenne de cacao, la quantité de cacao transformé par les industriels a atteint un niveau record de 1,4 million de tonnes, soit le plus bas niveau depuis 2021.
Le secteur du tourisme à Madagascar reste fragile, ce qui dissuade de nombreux opérateurs malgaches de s'y aventurer. La corruption endémique continue de ternir l'image du pays à l'international, décourageant ainsi touristes et investisseurs étrangers, selon l'association des chauffeurs accompagnateurs touristiques. En 2024, le nombre de touristes ayant visité Madagascar a dépassé les 150 000, d'après les chiffres officiels. Le gouvernement s'est félicité de cette progression en la comparant aux années marquées par la pandémie de Covid-19. Cependant, les professionnels du tourisme remettent en question cette analyse. Ils soulignent que la levée des restrictions sanitaires et la réouverture des frontières ont mécaniquement entraîné un afflux de visiteurs sans pour autant refléter une véritable reprise structurelle du secteur. Cette mauvaise lecture des données pourrait aboutir à des politiques inadaptées et compromettra ainsi le développement durable d'un secteur clé pour l'économie. L'efficacité et l'amélioration des activités dans le secteur touristique restent un sujet de débat. Mais ne faisons-nous pas une évaluation biaisée ou erronée de la situation? En réalité, le tourisme à Madagascar demeure fragile, souvent exercé comme une activité secondaire plutôt qu'un véritable métier. Il est difficile d'affirmer que le secteur avance réellement. Non seulement il ne génère pas suffisamment de revenus pour permettre des économies ou des investissements durables, mais il souffre également d'un manque de ressources pour mener des affaires de manière efficace. Car si l'environnement constitue l'un des principaux capitaux du pays, nous voyons tous sa dégradation croissante, de même en ce qui concerne l'énergie, un autre facteur clé pour le développement du secteur. Le secteur touristique des îles voisines connaît un essor rapide. Madagascar sera ainsi bientôt à la traîne si les autorités continuent sur cette lancée, selon les explications. L'identification des besoins est mal réalisée. Viendrait-ce des opérateurs, ou bien les autorités constituent-elles un obstacle au développement du secteur? À cela s'ajoute l'éventualité d'une révision prochaine des impôts, une décision qui inquiète les opérateurs touristiques déjà fragilisés par les dettes accumulées après la crise du Covid-19. Cette situation illustre le manque de clarté dans la définition des priorités. Par exemple, les décisions concernant le secteur aérien, symbolisées par des discussions superficielles comme celle des valises à roulettes, montrent un décalage par rapport aux enjeux réels. Pendant ce temps, la concurrence régionale est rude. Des pays voisins comme Maurice et la Réunion accueillent des millions de touristes chaque année, tandis que Madagascar peine à en attirer quelques milliers. Les touristes sont de moins en moins nombreux à venir à Madagascar et leurs séjours sont plus courts qu'auparavant, comme il y a 10 ans ou 15 ans. Et le tourisme interne est également en berne en raison du faible pouvoir d'achat des Malgaches. La traite des êtres humains est un fléau qui prend de l'ampleur à Madagascar. Les enfants et les femmes sont les principales victimes de ce crime. Les formes de traite sont multiples, telles que l'envoi de personnes pour être exploitées en main-d'œuvre à l'étranger. Récemment, un réseau de 4 femmes impliquées dans le trafic de personnes vers la Chine a été démantelé. Bien que Madagascar dispose d'une loi contre la traite des êtres humains, révisée l'année dernière, son application reste à améliorer. Misy endrika maromaro ao anatin'izy io raha ho tansaiko fotsiny ohatra hoe ny fanerena olona iray na olona maromaro. La traite des êtres humains prend plusieurs formes, notamment la contrainte à la prostitution, où les revenus générés profitent exclusivement aux trafiquants. D'autres formes incluent les mariages forcés, le trafic d'organes, la vente de personnes, ainsi que l'exploitation par le travail sous contrainte, qui s'apparente à une forme moderne d'esclavage. Les auteurs de ces actes sont passibles de peines allant de 2 à 10 ans de prison. En cas de décès de la victime, la sanction peut aller jusqu'à la réclusion à perpétuité. Ils encourent également des amendes pouvant varier entre 1 million et 500 millions d'ariary. Madagascar, bien qu'ayant signé et ratifié les accords internationaux relatifs à la lutte contre la traite des êtres humains, n'a pas encore atteint les normes minimales requises pour éradiquer ce fléau. La loi interdisant la traite n'est pas appliquée de manière effective. La présidente de l'association Mitsangana Faviav a ainsi appelé à l'État à assumer ses responsabilités. Nous attendons des actions concrètes de la part des autorités.
La traite des êtres humains est formellement interdite par la constitution malgache, et Madagascar a ratifié plusieurs accords internationaux en la matière. Cependant, ces engagements restent souvent lettre morte, et la loi n'est pas appliquée de manière rigoureuse. Cette absence de discipline et de respect des lois explique en partie pourquoi le pays peine à avancer sur la voie du développement. Il est impératif d'instaurer une gouvernance plus ferme et disciplinée, une dictature positive, pour parvenir à un réel changement. Bien que des personnes soient parfois arrêtées pour ce type de crime, l'application des sanctions reste floue. La traite des êtres humains est un crime grave qui doit être éradiqué. Le BNCTEH a exhorté toute personne témoin ou victime de ce fléau à le signaler aux autorités compétentes. Cet appel a été lancé lors d'une campagne de sensibilisation organisée en partenariat aujourd'hui avec l'Association des femmes du Grand Sud-Est, Mitsangana Faviavi.